entamons pour de vrai cette fois-ci le cycle sur le secret, qui va nous occuper toute l'année. Et donc cette deuxième conférence est consacrée à la question des secrets de famille. Alors plus précisément, le titre qui vous a sans doute intrigué et qu'a choisi Martine Lanibel, ici présente, c'est donc que faire des secrets de famille, et donc avec le silence loquace de la mémoire. Rien que ça, déjà, c'est tout à fait intéressant. Donc nous remercions bien sûr Martine Lanibel qui a fait un voyage absolument incroyable, épique et très long pour nous rejoindre. Donc Martine Lanibel qui fut psychologue clinicienne et qui est toujours professeure honoraire en sciences de l'éducation, donc à l'Université de Nantes. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Merci. Effectivement, venir jusqu'ici, ça se mérite. Je vais essayer de tenir le coup. Vous allez me tenir éveillé si vous y arrivez. En tout cas, on va parler d'un sujet. Alors, je pourrais dire, ben voilà, c'est un secret, donc je ne vais rien dévoiler, et puis je vais partir pour rester dans le secret. Mais comme on voit que le silence est loquace, même si je partais ou si je me taisais, vous entendriez sans doute beaucoup de choses. Parce que parfois, le silence, on s'aperçoit que c'est ce qui parle le plus. En tout cas, ça s'entend. Et c'est un peu de ça dont on va parler. Sur cette thématique, alors des secrets de famille plus particulièrement, parce que c'est autour de ça que j'ai été invitée, et que c'est une thématique que j'ai travaillée pendant plusieurs décennies. Donc, je vais essayer de vous en faire passer un certain nombre de choses, et puis j'espère qu'il y aura un moment suffisant à la fin pour qu'on puisse en discuter, parce que chacun entend un peu ces questions-là à sa façon et en lien, évidemment, avec sa propre histoire, qui en général fait toujours fortement écho quand on aborde ce genre de sujet-là. Donc peut-être là... Donc, pour commencer, c'est au tout dernier moment, hier, quand je finalisais ce PowerPoint, que j'ai rajouté ce préambule en disant, effectivement, il y a 3 mots qui commencent par C, bon, c'était un hasard comme ça, mais qui résumaient bien à eux seuls ce qu'on pouvait entendre derrière cette thématique de secret. D'abord, c'est une thématique qui est éminemment complexe, dans le sens où il n'y a pas un sens univoque derrière le mot secret. On peut mettre énormément de choses, même quand on travaille simplement sur la question des secrets de famille. Il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de réponse univoque à apporter quand il est question de secrets de famille, et on doit toujours étudier les situations qui se présentent avec leur contexte pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc la question, en tout cas, est loin d'être simple. C'est aussi une thématique qui est très contradictoire. On met des choses extrêmement opposées derrière le mot secret et derrière aussi le mot secret de famille, et on va le voir à plusieurs reprises par la suite. Et puis c'est aussi une thématique qui agite beaucoup de croyances. Et on sait bien que quand on croit à quelque chose, on le provoque. Il suffit de dire, là, si on avait annoncé aux informations de 20h, mais il est 20h d'ailleurs, non ? Non, oui, presque, 20h15. Ouais. S'ils annonçaient, alors je vais prendre un exemple un petit peu en décalage, mais ça vous fera penser à autre chose, s'ils annonçaient aux informations une pénurie de papier hygiénique, qui n'existait pas encore, 5 minutes après, il y aurait pénurie de papier hygiénique. Enfin, le temps que les magasins rouvrent. Et ensuite, on comprenait la chose en inversant le rapport temporel. C'est-à-dire qu'on aurait l'impression que la pénurie a provoqué l'information, alors que c'est l'information qui provoque la pénurie. Et donc, dans les croyances autour des secrets de famille, bien souvent, il y a des inversions temporelles dans la compréhension de ce qui se passe, qui sont du même ordre que ça. Je vais essayer de développer 2 parties. Si on arrive au bout, parce qu'on va peut-être pas y passer la nuit quand même, donc je pourrais sans doute pas tout dérouler, mais au départ j'avais idée de 2 parties. Une première sur quelques généralités sur cette notion de secret et secret de famille, et une deuxième qu'on n'aura sans doute pas le temps de développer, ou alors on ira plus vite, sur quand les problématiques touchent vraiment
à des situations extrêmes. C'est-à-dire qu'il y a les secrets ordinaires qui agitent quand même fortement les familles, mais aussi il y a des secrets qui sont en lien avec des situations pires que d'autres. Et donc là, ça nécessite aussi d'être travaillé. Donc, dans les 3C, dans la diapo précédente, j'étais partie du mot complexe. Et donc là, on peut avoir un peu déjà une idée de la complexité, mais aussi des contradictions qu'il y a derrière ce mot secret. Globalement, dans les familles, ou dans ce qui est dit des secrets de famille, le secret a assez mauvaise réputation. Il faut chasser à tout prix les secrets de famille, il faut aller ouvrir les portes de placard, débusquer les squelettes, dévoiler tous les secrets, etc. C'est pas bon, comme si la notion de secret en soi était négative. Donc cette mauvaise réputation. Or, si on s'attache à l'étymologie du mot secret, secret, ça vient de secretus, qui veut dire sécréter. Donc un secret, c'est quelque chose qui produit une sécrétion vers l'extérieur. Et donc on ne maîtrise pas toujours, effectivement, ces sécrétions qui s'échappent de nous. Ce qui veut dire que quand on devient capable de retenir un secret, c'est un progrès dans le développement de la personne. En principe, les enfants, pour entrer dans les écoles en maternelle, on demande qu'ils soient propres. Donc c'est aux alentours, l'entrée à l'école maternelle, ça peut être à partir de 2 ans. En principe, les enfants sont propres, mais pas toujours. Il faut qu'ils soient propres, ça veut dire que physiquement, ils doivent être capables de retenir quelque chose qui est à l'intérieur d'eux-mêmes, mais qui n'est pas très bon pour leur organisme, qui devra sortir, mais ils doivent maîtriser leur corps suffisamment pour leur faire sortir en lieu et heure possible, pour que ce ne soit pas l'école qui ait à gérer cette question-là. Et pour la notion de secret, c'est la même chose, sauf que ça se passe dans la tête. C'est-à-dire que pour être capable d'apprendre à l'école, il faut être capable de prendre quelque chose qui est à l'extérieur de soi, de le retenir à l'intérieur pour en développer un savoir et de pouvoir le garder à l'intérieur de soi, garder un secret. Donc un enfant qui peut garder un secret est un enfant qui est capable d'apprendre et d'apprendre à l'école. Donc il gère les entrées et les sorties. Il ne laisse pas partir des choses sans contrôle. Et donc il y a des jeux qui se font entre enfants. Est-ce que tu peux garder un secret? Ah, je vais te dire un secret. Donc on joue. Et c'est la même chose que quand l'enfant joue avec sa maman, quand il commence à apprendre la propreté sur le pot, je te la donne ou je te la donne pas. Et donc la notion de secret, c'est la même chose que celle de la propreté, sauf que c'est à un autre niveau corporel. Et ça a quand même à voir avec ce qui se joue dans le rapport au savoir, avec une maîtrise du corps, mais aussi de la tête. Donc, être capable de garder un secret, de choisir quand on va le dire ou pas, à qui on va le dire ou pas, dans le développement de la personne, c'est un progrès. Et ça initie la capacité à l'école de pouvoir apprendre et retenir des savoirs. Sur les côtés positifs, dans le développement aussi de la notion de secret, il y a ce qu'on appelle, dans le langage courant, un jardin secret. C'est-à-dire qu'on n'est pas transparent, heureusement. Notre intérieur, à part ce qu'on en sécrète, ce qui en ressort, il ne se voit pas. Alors c'est vrai que maintenant, il y a des trucs un peu sophistiqués pour voir ce qui se passe dedans, mais il faut quand même des outils, des matériaux, etc., pour voir ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et pour la tête, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a un jardin secret, et heureusement, c'est-à-dire que tout ce qu'on a dans la tête n'est pas visible par les autres. Alors là, vous voyez un petit peu ce que je cherche à vous dire. Vous l'entendez aussi chacun à votre façon, c'est-à-dire que personne d'entre vous n'entend de la même façon ce que je suis en train de dire. Je délivre à peu près le même message, mais vous me voyez, vous m'entendez différemment en fonction de qui vous êtes. Et par rapport à ça, c'est aussi parce que je ne suis pas transparente et que j'ai choisi comment j'étais habillée, je choisis ce que je cherche à vous dire. Et c'est pareil, ce que je vois de vous est votre apparence.
et pas votre intérieur. Et là, en plus, pour le moment, vous êtes à peu près sage, vous ne parlez pas trop. Donc, je n'ai pas beaucoup d'indices par rapport à ce qui se passe dans votre tête. Mais en dehors de ça, de ces communications qu'on peut avoir les uns avec les autres, on a tous nos jardins secrets, et heureusement, parce qu'on n'est pas les autres. Et même quand vous avez des jumeaux homozygotes, ils ont chacun leur propre jardin secret, même l'un par rapport à l'autre. Donc cette notion de secret qui a mauvaise réputation, en soi, c'est quelque chose d'excellent. Cette fonction-là, elle est nécessaire, elle est indispensable, elle va nous accompagner toute notre vie. Mais, dans le côté contradictoire que j'ai souligné dans la première diapo, il y a secret et secret, c'est-à-dire il y a les secrets qui sont développementaux, qui sont importants, et puis il y a les secrets qu'on peut considérer comme néfastes, voire toxiques, quand il y a, c'est ce qui est marqué en rouge là, derrière cette notion de secret, une forme de prise de pouvoir que quelqu'un va pouvoir prendre sur une autre personne. C'est-à-dire le secret, ce qui me concerne moi et que je garde pour moi, c'est mon affaire, mais si je détiens des choses qui vous concernent vous, et que je ne vous les transmets pas, que je ne vous les communique pas, alors moi je sais, mais toi tu n'as pas le droit de savoir. Alors là, c'est là qu'on commence à voir ce qui a pu donner un peu cette mauvaise réputation à la notion de secret. Derrière cette prise de pouvoir, j'ai mis, par exemple, en haut, le mot Omerta, alors là, qui concerne plus des groupes que des personnes les unes vis-à-vis des autres, ces lois du silence qui peuvent exister entre certains clans, etc. Il y a aussi l'armée qui est appelée la Grande Muette. Il y a un certain nombre de collectifs comme ça fait peut-être partie des thématiques que vous traiterez dans les autres conférences, où il y a un usage du secret, donc ça ne se passe pas que dans les familles, il y a un usage du secret qui est utilisé au détriment d'autrui. Et donc là, c'est une reprise, c'est là que il y a cette reprise qui peut être néfaste, mais pour renvoyer à l'étymologie que j'ai soulignée au début, le secret, surtout quand il est néfaste, ça suinte. Et quand ça suinte, quand on a des excrétions qui suintent, ça ne sent pas bon. Et donc ça alerte les autres sur le fait qu'il y a quelque chose qui est retenu, mais il y a quand même des trucs qui s'échappent. Parce que le vrai secret, personne ne s'en rend compte. Ce que je garde pour moi, si ça ne me dérange pas, si ça ne suinte pas, vous vous en doutez même pas, donc il n'y a pas de souci par rapport à cela. Mais quand ça commence à suinter, c'est là que ça alerte et c'est là qu'on rentre dans le côté parfaitement néfaste et toxique du secret qui est exercé donc à la fois dans beaucoup de collectifs, mais aussi dans les familles avec des évolutions quand même qui se mettent en place, ne serait-ce qu'au niveau de la société, où il y a peut-être plus de respect de l'intégrité de chacun, qui fait que la notion de secret, même socialement, recule un peu. On en parlera peut-être un peu, donc ça veut dire que ce sont des choix qui sont plus collectifs que personnels. C'est-à-dire qu'il y a une évolution. Ce qu'on évoquait comme secret dans les familles dans les années 70, par exemple, quand j'ai commencé à bosser en tant que psycho et que ça m'a alerté, c'est plus la même chose que ce qui peut être travaillé au jour d'aujourd'hui, où cette notion a bougé avec le temps. Donc, voilà un peu sur les premières généralités sur ce qu'est un secret. Alors, peut-être passer ensuite. Alors, justement, pour aller au-delà de cette notion de ce qu'on a besoin de garder pour soi, le jardin secret, etc., qu'est-ce qui est à dire et qu'est-ce que les autres ont besoin de savoir qui me concerne ou qui les concerne? Pourquoi c'est important de connaître un certain nombre de choses et comment un savoir que l'on aurait ou pas peut changer la vie de quelqu'un. Si vous apprenez, si un secret vous est dévoilé auquel vous n'aviez aucune idée, duquel vous n'aviez aucune idée avant, ça peut complètement changer votre rapport à la vie. Or, vous n'avez pas changé. C'est-à-dire apprendre, par exemple, puisque beaucoup des secrets qui agitent les familles sont des secrets
autour de la filiation. Quand vous êtes constitué, vous avez votre propre vie, etc. Si vous apprenez du jour au lendemain que celui que vous pensiez ou celle être géniteur, parce que maintenant il y a des mères porteuses ou autres, il y a des adoptions, c'est quelqu'un d'autre, qu'est-ce que ça peut... C'est un savoir qui change, mais c'est pas vous. Vous restez le même. Et vous devez la vie à ceux qui vous ont conçu, mais le savoir dessus, ce qui montre que ce qui est important dans la vie, c'est à la fois ce qu'on vit, mais c'est aussi un savoir sûr, c'est-à-dire une représentation qu'on peut se faire sur la vie. C'est donc, comme je le disais au début, très complexe, cette affaire-là. Donc, dans ce besoin de savoir, on peut distinguer ce qui va nous être caché volontairement, cette prise de pouvoir un peu que j'ai évoquée tout à l'heure, et ce qui est simplement non su. Et c'est pas la même chose. Et on peut avoir l'impression qu'on nous a caché quelque chose, mais si quelqu'un ne le sait pas, il ne vous l'a pas caché. Mais parfois, on peut faire procès à certaines personnes de ne pas vous avoir dit quelque chose, et simplement, c'est quelque chose que ces personnes ignoraient. Donc, il faut faire attention à cette confusion qu'il peut y avoir entre quelque chose qui ne vous a pas été dit ou quelque chose qui ne vous a pas été encore dit. Parce qu'on va voir la question du tout dire. Ça prend du temps. Ça ne vient pas tout de suite. Il y a aussi quelque chose qui n'est pas dit, pas parce qu'il ne vous a pas été encore dit, mais parce que ça n'était pas dissible. Ou pas facilement dissible. Mais quelquefois, ça a pu être dit, mais ça n'était pas audible. Par exemple, j'avais été frappée en travaillant dans l'univers médical à un moment donné avec des médecins. Beaucoup de patients leur faisaient procès de ne pas avoir donné le diagnostic de maladies graves concernant les enfants ou les personnes elles-mêmes, etc. Et les médecins disaient, mais on l'a dit dès le début, simplement les personnes ne l'ont pas entendu, n'étaient pas prêtes à l'entendre. Et le temps que la parole fasse son chemin, les personnes avaient l'impression d'avoir découvert ça plus tard toutes seules, alors que le savoir, donc le silence loquace, il y a aussi de ça derrière, c'est-à-dire que c'est pas la même chose de ne pas avoir, que quelque chose ne vous ait pas été dit et que vous n'ayez pas simplement pas eu, je m'embrouille, excusez-moi, pas eu l'impression d'avoir entendu, c'est clair, c'est l'effet nocturne, très nocturne. Puis c'est compliqué aussi. C'est complexe. Et donc tout ça renvoie à la frontière entre moi et l'autre. Et donc ce que j'ai dit déjà sur les questions de filiation. Effectivement, qu'est-ce que l'autre a besoin de savoir, que moi je peux savoir, mais qui le concerne lui. Et pourquoi est-ce que je le retiendrai si ça le concerne lui ? Quand j'ai commencé à travailler en tant que psycho, c'était à l'aide sociale à l'enfance. Donc, au début des années 70, l'assistance publique était encore beaucoup dans les têtes des praticiens. À cette époque-là, c'était pas si loin dans le temps. Et c'est vrai que là, la loi du silence paraissait logique, c'est-à-dire des enfants qui avaient eu des vécus difficiles dans leur prime enfance. Vous savez qu'un tout petit enfant, ce qu'il sait des débuts dans sa vie, il ne le sait pas simplement parce qu'il l'a vécu, il le sait parce qu'on lui a dit. Votre date de naissance, votre lieu de naissance, etc. Vous le savez. Le fait d'y avoir été n'est pas suffisant pour que vous le sachiez. Il faut qu'on vous l'ait dit et que vous fassiez confiance aux personnes qui vous l'ont dit. Alors il y a quand même un état civil qui labellise ça, qui peut vous aider à avoir confiance. Mais on sait que l'état civil, il peut aussi, maintenant moins, parce que quand il y a des questions d'adoption, etc., ça se dit maintenant. À l'époque, ça ne se disait pas. Donc même l'état civil, il y a des choses qu'il pouvait avoir notées et qui n'étaient pas transmises. Et quand il m'est arrivé de rencontrer des enfants qui me disaient pourquoi est-ce que je suis placée, je voudrais savoir qui sont mes parents, qu'est-ce qui m'est arrivé, etc. Et moi, avec ma naïveté de jeune psycho, je disais, mais pourquoi tu ne le sais pas? Il me disait, parce qu'on m'a dit que j'aurais le droit de le savoir que quand je serai majeure. À l'époque, la majorité, c'était 21 ans.
du temps. Et je lui dis, aussi ma naïveté, je disais, si on ne te l'a pas dit, c'est peut-être tout simplement qu'on ne le sait pas. Ce que je disais tout à l'heure, je ne voyais pas pour quel motif on n'aurait pas transmis à l'enfant des choses qui le concernaient et que détenait une administration ou des familles. Et je dis, bouge pas, je vais aller chercher ton dossier et puis je vais regarder, quoi. Et je m'attendais à trouver un dossier quasi vierge. Puis je trouvais des pavés. Et j'ai dit, alors je me suis quand même rendu compte que je me doutais qu'il pouvait y avoir des situations familiales difficiles, donc il fallait peut-être pas, donc il fallait faire attention. Donc je regardais avec un tout petit wagon d'avance pour essayer de voir, et je me rendais compte que la plupart du temps, c'était à peu près transmissible. À peu près, on reviendra peut-être, c'est pas si simple que ça, mais que souvent je pouvais communiquer des données, même si elles étaient effectivement pas simples à dire à un jeune, puisque s'il avait été placé, c'était pas par hasard, c'est parce qu'il y avait eu des difficultés graves dans son milieu de vie. Et à l'époque, c'était on efface tout, on recommence. Donc si on ne dit pas à l'enfant, il l'a vécu, mais si on ne lui dit pas, il ne pourra pas le savoir, donc pas vu, pas pris, il n'en souffrira pas, quoi. Et non, comme j'ai dit au début, c'est complexe, quoi. Hein. Ce qu'on a vécu, on l'a vécu, qu'on ait les mots, pas pour le dire, on l'a quand même vécu, c'est inscrit dans son corps. Et on a besoin des autres pour nous aider à le savoir. Et si les autres transforment ça, refusent, je suis en train de vous parler tout de suite de la deuxième partie que je pensais ne pas avoir le temps de faire. Donc, voyez. Donc, il y a toute cette question-là. Et à l'époque, quand, très naïve, donc, j'ai fait ça à certains enfants, j'ai vu ce que ça leur faisait, se redresser un peu dans leur rapport au savoir, au-delà de la difficulté de ce qu'ils entendaient. À l'époque, j'étais contrevenante par rapport à l'administration parce que ce n'étaient pas les pratiques de l'administration, c'était juste mon bon sens à moi. Ce n'est pas mes études de psycho qui m'avaient appris ça, hein, c'était juste mon bon sens à moi. Et il a fallu plusieurs années, peut-être même 1 ou 2 décennies, je ne sais plus, pour que la loi ait imposé un accès au dossier. Pas pour tous les cas, il y a toujours les sous-X, il y a toujours des trucs comme ça, mais le secret a un peu reculé, donc on peut avoir accès à son dossier, à ce qui est dans un dossier, c'est légal maintenant, ça ne peut plus être refusé. À l'époque, c'était tacite. Ce n'était pas une loi qui l'interdisait. C'était les praticiens qui pensaient que c'était mieux de rien dire. On s'est rendu compte que non. Ben non, on s'est rendu compte que c'était complexe et que ce n'était pas si simple. Ce qu'on avait vécu, on l'avait vécu. Et on pouvait avoir besoin des mots apportés par les autres qui avaient connu ça autour de nous pour nous le dire, surtout quand ça arrive à la toute petite enfance. Donc cette frontière entre moi et l'autre, sur ces questions-là, on a besoin des autres, notamment sur cette période dite infance, c'est-à-dire antérieure à la parole, mais pas à l'intelligence de vie, pas à la mémoire qui capte tout ce qui s'est passé. Donc voilà, ça s'est empiété un peu sur la deuxième partie, mais c'est pas grave. Donc oui, on peut passer à la suivante. Alors derrière ça, pour revenir à des généralités, j'ai appelé ça un dilemme de Polichinelle. C'est un terme qui va avec secret, un secret de Polichinelle. En général, un secret, c'est comme le silence qui est loquace. Un secret, c'est ce qui se sait. Parce que si ça ne se savait pas, on ne parlerait pas de secret si on ignorait complètement la chose. Donc la plupart des secrets sont des secrets de Polichinelle. Et alors, c'est renforcé par le fait, peut-être en lien avec ces étapes de développement que j'ai évoquées au tout début, je vais te dire un secret, etc., ces jeux qu'il peut y avoir entre enfants autour de ça, on adore les secrets. Parce qu'on joue un peu là, quand même, de son pouvoir sur l'autre, mais gentiment. On s'exerce un petit peu à tâtons là-dessus. Ah ouais, je sais quelque chose, et puis l'autre, c'est pas parce qu'il est avec moi qu'il peut savoir ce que je sais. Donc voilà, on joue un petit peu à ça. On adore les secrets, mais là aussi c'est très culturel, c'est très franco-français. Même dans les cultures européennes proches, etc., il n'y a pas, et aussi au niveau des administrations, il n'y a pas une telle culture de secret. Des choses qui même sont interdites encore légalement en France en ce moment ne le sont pas dans les pays adjacents. Donc je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est culturel ou autre, mais donc ces problématiques-là sont sans doute plus fortes en France qu'ailleurs. Donc ce n'est pas quelque chose qui est inhérent à la nature humaine, c'est quelque chose qui est très très culturellement marqué et donc qui
varie avec les époques. Et le secret, donc, pourquoi on adore ça? C'est parce que c'est ce qu'on aime dire, on aime jouer de ce savoir-là, et puis de percevoir le petit émerveillement de la personne qui va entendre ça dans ces fameux secrets de Polichinelle. Et, alors, plus grave, ça, c'est qu'en général, les secrets, alors ça renvoie un peu à ce que j'ai dit concernant le monde médical, mais ils sont dits devant les personnes concernées. Il m'est arrivé, par exemple, en consultation, de recevoir une maman qui venait m'amener son enfant qui était en difficulté scolaire, et elle ne venait pas de son plein gré, c'est l'instit, à l'époque on parlait encore d'instit, qui avait conseillé à cette maman d'amener son fils voir une psychoclinicienne. Et je reçois d'abord la mère et l'enfant pour faire connaissance avec les deux, et puis j'aime bien que les enfants entendent ce que les parents disent d'eux pour les présenter, et qu'ils n'aient pas l'impression que ce soit dit dans leur dos. Donc je les reçois ensemble, et puis l'enfant, ostensiblement, il se met, je discutais avec la maman, il nous tourne le dos, il y avait l'armoire à jouets qui était ouverte, et il se met devant, quasiment dans l'armoire à jouets, en train de jouer, en faisant semblant de ne pas être là. Et à ce moment-là, la mère me dit, oui, je viens vous voir, c'est l'instit qui a demandé. En fait, le problème, c'est que son père n'est pas son père et j'ai jamais pu lui dire. Alors je lui dis, madame, votre fils, il est là, il écoute ce qu'il se dit. Elle dit, oui, mais il est trop petit pour comprendre. Alors quand je parlais des secrets des phases, c'est qu'ils peuvent être toxiques. Quand je disais secret de Polichinelle, tout le monde le sait, mais la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, les principaux concernés, ils l'ont entendu, mais en même temps avec l'interdiction de le savoir. C'est-à-dire la mère en qui ils ont confiance le dit devant eux, mais en même temps elle dit il n'a pas le droit de savoir. Donc le savoir aussi devient pour lui quelque chose de potentiellement dangereux. Et il n'est pas très à l'aise à l'école, où l'école est là pour dispenser des savoirs. C'est contagieux cette affaire-là. C'est plus la vie qui est dangereuse, c'est le savoir sur la vie. Et la situation se complique encore, se complexifie, c'est-à-dire que quand je raccompagne la mère et l'enfant dans la salle d'attente, c'était un jour où il n'y avait pas classe, pas un mercredi, mais qu'il y a des jours, les jours des profs, où il n'y a pas de classe. Donc le deuxième enfant de la mère était là. Et le premier qui m'était adressé était fortement métissé. Et la mère avait la peau très claire. Donc je me suis dit, pour que le secret puisse tenir, je supposais, parce que je savais que c'était un enfant, voilà, le père n'est pas le père, mais qu'il y avait donc après un autre père et qu'il y avait d'autres enfants. Donc j'imaginais que c'était la même chose pour les autres enfants. Et bien, il était blond comme les blés, le deuxième. Donc là, en plus, elle l'obligeait à être non seulement sourd, mais aveugle. Comme quoi, il ne suffit pas d'avoir les yeux ouverts et les oreilles ouvertes pour voir et entendre. Ce qui veut dire, ce qui cause problème au secret, notamment au secret de famille, c'est qu'en général, il y a les deux informations en même temps. C'est-à-dire que la personne concernée, elle sait. Je dis bien en général, je dis il y a une diversité de situations, donc il ne faut pas, en tout cas, plus souvent qu'on l'imagine, l'information, elle est passée. Et souvent, celui qui va faire prendre conscience à la personne concernée du secret, c'est ceux de la même génération, à l'école, les petits copains et copines. Et c'est bien souvent un copain ou une copine qui aura vu la différence, qui va aller cafeter et dire « Enfin, tu vois pas que ton frère, il n'a pas la même couleur de peau que toi, donc forcément, il ne peut pas avoir le même père. » Et quelquefois, on va plus s'entendre. Mais on aura mal, la révélation se passe à l'école. Donc l'école, le rapport au savoir, c'est pas neutre. L'école, elle ne fait pas que faire passer les savoirs officiels, ceux qui sont dans les livres et sous, mais aussi les savoirs de vie, les savoirs proches et aussi les savoirs familiaux. Secret de Polichinelle, tout ça se sait. Et donc, c'est ceux qui sont un peu plus lointains qui entendent mieux que ceux qui sont concernés. Parce que les copains à l'école, ils n'ont pas entendu la mère leur dire « Tu vois ça, mais tu n'as pas le droit... Voilà,
Il n'y a que le principal concerné qui, voilà, le silence le casse. Donc voilà le dilemme de Polichinelle. Et donc, n'est secret que ce qui soigne, car sinon rien de secret, ça je l'ai déjà dit. Alors, on va faire un peu de Baudelaire, Poésie. un petit peu de poésie. Alors, quel est l'objet de ces secrets? Pourquoi ça pose problème? C'est parce que, et on va y venir plus concrètement ensuite, mais je n'ai pas résisté à vous citer Baudelaire, là. Que reste-t-il? C'est-à-dire, qu'est-ce qui reste de tout ce qu'on vit dans la mémoire, des traces? Et vous savez que notre cerveau, notre mémoire n'est pas chronologique. C'est bien le problème, hein. Quand vous avez eu à faire un CV, vous êtes mélangé dans les dates et tout, hein. Quand on essaye de remettre les choses les unes après les autres, déjà quand on vous annonce aux informations qu'il y a une pénurie de papier peint, etc., vous mélangez l'avant et l'après et vous inversez les choses, et dans la vie c'est encore pire que ça. Donc, notre cerveau, il va capter en mémoire ce qui nous arrive par tonalité affective. C'est-à-dire tout ce qui fait mal va au même endroit, tout ce qui fait plaisir va au même endroit, et quelquefois on arrive d'ailleurs à pleurer de rire ou à rire et pleurer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quand les choses sont très fortes, ces deux zones, plaisir, déplaisir, elles sont toutes proches, et quelquefois ça se mélange un peu. Donc on peut rire aux larmes et inversement. Et donc, les choses s'inscrivent, mais elles restent. Mais quelquefois, il y en a qui vont être peut-être plus lourdes et en masquer d'autres. C'est-à-dire après, c'est le chemin pour retrouver où est la trace qui est difficile à retrouver. Mais toutes les traces restent, et c'est ce que dit Baudelaire. Alors Baudelaire, des poètes qui sont neurologues, malgré eux, mais soit chez les poètes, chez les romanciers, etc., on trouve beaucoup de savoir scientifique comme ça, c'est très très intéressant. Vous lisez Proust, vous lisez même Amélie Nothomb, elle dit des trucs qui peuvent nous servir beaucoup sur ces questions-là. Et donc il nous dit qu'est-ce que le cerveau humain, sinon un palimpseste immense et naturel. Alors un palimpseste, pour rappel, c'est quand il y avait réellement pénurie, non pas de papier peint, mais de papier, enfin même pas de papier encore, quand les écrivains écrivaient sur des papyrus, donc ils faisaient ça avec voilà, des filaments végétaux, etc. C'était toute une affaire pour faire une feuille végétale et pour inscrire dessus. Et bien, ils n'en avaient pas suffisamment pour tout ce qu'ils avaient envie d'écrire, donc ils avaient écrit quelque chose, ils grattaient pour écrire autre chose. C'était le blanco avant l'heure, en quelque sorte. Mais là, on pouvait toujours récupérer, c'est-à-dire les traces de les premières traces en dessous ne se voyaient plus, mais elles étaient toujours présentes et on pouvait toujours les récupérer. Et lui, il prend cette image-là en disant que le cerveau est un palimpseste. Or, je ne sais pas où en était la neurologie à l'époque où Baudelaire écrivait ça, mais pas avancé comme maintenant. Des couches innombrables d'idées, d'images, de sentiments sont tombées successivement sur votre cerveau aussi doucement que la lumière. Il a semblé que chacune ensevelissait la précédente, mais aucune en réalité n'a péri. C'est bien ça le problème, parce que dans nos vies, même les trucs difficiles, ils restent quoi. Et comme ils ont été difficiles, ils ont allumé plein de neurones dans notre cerveau, alors que les petits bonheurs du quotidien, ils passent comme ça et ils sont peut-être plus discrets. Ah, je continue, pardon. Ça fait bizarre de... Ça va, c'est vrai, je suis là pour ça. Et donc, dans notre cerveau, il y a tout un ramassis de choses qui se sont accumulées depuis notre naissance. Et c'est un vaste chantier avec des choix qui s'opèrent, même dans notre tête, même si on voulait écrire notre biographie, c'est la même chose. Ça se fait à partir de vestiges. On n'écrit jamais notre vie. On écrit des traces qui nous en restent. Et comment on les agence au jour où on les écrit. Si vous écrivez votre vie aujourd'hui ou si vous l'écrivez dans 10 ans, vous aurez vécu les mêmes choses, mais vous n'allez pas les dire de la même façon et vous n'allez pas mettre dans ce palimpseste, remettre à niveau les mêmes choses. C'est le présent qui écrit. On n'écrit jamais le passé, on n'écrit que le présent, à partir de restes qu'il peut y avoir.
Donc c'est un travail d'archéologie où on réinvente le monde à la faveur d'aujourd'hui. Et pour revenir à la question des familles, si on imagine qu'il y a des secrets, tout le monde, il y a des secrets dans toutes les familles, forcément, tout ne peut pas être dit. Donc, vous allez voir, il y a le choix. Hein. Si vous voulez imaginer des secrets de famille, vous avez un choix infini. Déjà, si on se limite aux lignées biologiques, et on sait bien qu'on n'a pas que des parents biologiques, on a aussi, on l'a vu, des parents adoptifs, des parents de cœur, des parentés spirituelles, etc. Si on se limite au biologique, qu'on ne connaît même pas toujours, mais en tout cas, ça, on a eu 2 géniteurs au moins qui sont passés par pipette ou peu importe, on a eu 2 géniteurs, 4 à l'étage au-dessus, 8. Sur 10 générations, sur 2 siècles et demi, c'est pas beaucoup pour la mémoire, ça fait 1022 personnes pour arriver jusqu'à nous. Derrière ces 1022 personnes, que d'événements. Et ce sont des personnes qui ont toutes vécu jusqu'à l'âge adulte, au moins pour aller jusqu'à procréer. Donc des personnes qui ont eu de 20 à 100 et quelques années. Et donc ça en fait des choses, hein, ça en fait des vestiges, ça en fait des traces, des secrets potentiels. Mais ce qui est bizarre, si on joue un peu plus loin, si on continue à remonter, et on va en voir des illustrations après, à hauteur du Moyen-Âge, on a des traces du Moyen-Âge, on a des bouquins d'histoire sur le Moyen-Âge, etc. On a des idées sur ce qui s'est passé à cette époque-là, comment les gens vivaient. Et bien à l'époque, en multipliant par 2 à chaque étage générationnel, juste au niveau du Moyen-Âge, on a plus d'ancêtres que la population mondiale de l'époque, au niveau du Moyen-Âge. Ben, vous connaissez le jeu sur un échiquier, là, des grains de blé sur un échiquier. Un sur la première case, 2, qui peut avoir 2 chaque étage. À la 64e, c'est 64, hein? Oui, 68, 60. Ça vous fait 4 fois le volume de la Terre en grains de blé. Ben, pour les ancêtres, c'est pareil. Donc, si on peut imaginer des secrets de famille, en plus, c'est simple parce qu'ils sont tous morts. Donc ils ne viendront pas vous dire que ça ne va pas la tête. J'étais pas du tout comme ça, j'ai pas du tout fait ça. Vous êtes tranquille. Alors bien sûr, quand on est jeune, on peut avoir encore ses 2 parents, éventuellement ses 4 grands-parents, on a pu connaître des arrières, mais c'est pas beaucoup sur tout ce paysage-là. Puis qu'est-ce qu'on connaît de nos parents déjà? De ce qu'ils ont fait, etc. Et qu'est-ce qu'on a besoin de savoir d'eux? Déjà, qu'on mène notre petite vie nous-mêmes, c'est déjà pas mal. Mais voilà. Mais quand on commence à avoir un certain âge au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que moi, j'ai plus aucun ascendant vivant. La dernière, elle est décédée en 2008. J'ai même pas connu mes 4 grands-parents, j'en ai connu que 3. Donc sur mes ancêtres, des Jésus, j'en ai connu 5. 3 grands-parents, 2 parents. Sur un paysage vertigineux. Passer. Donc là, petite représentation classique de l'arbre généalogique. Alors ça ne monte pas jusqu'à ces 2 siècles et demi, hein, mais là déjà, ça monte sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 générations. Sur la dernière tranche, il y en a 62. 64. Et donc, au total, là, il y a 126 ancêtres. Alors, c'est très bizarre, parce que quand on dit arbre généalogique, quand je disais que c'était très contradictoire, c'est aussi inversé, parce que ceux qui sont dans les branches, là, comment on les appelle? On dit que c'est nos racines. Mais juste le banyan dans les pays tropicaux où les racines sont dans les branches. Je ne sais pas si vous avez vu des banians, c'est très beau, mais c'est très rare. Et donc voilà, on n'est pas gêné avec les métaphores, hein, on en fait un peu ce qu'on en veut, mais du coup, là, la sève, elle circule à l'envers. Pour que l'arbre fonctionne. Bref. Donc une remontée vers un emprunt qui est vertigineux, dont on a là juste une toute petite avancée.
Alors là, c'est pour arriver à une aporie, une absence de logique totale, et même les ordinateurs les plus performants n'ont pas pu résoudre ça. Vous partez à G0, là au milieu de ce croisement, là vous avez un enfant, et il monte de génération en génération. Donc, plus on remonte dans les générations, plus on a d'ancêtres, 2 fois plus à chaque génération. Et donc ça monte très vite. Mais le problème, c'est que plus on remonte, moins le monde était peuplé. Donc il y a une sorte de retournement quelque part, qu'on appelle l'implex des ancêtres, mais qui n'a aucune logique, c'est-à-dire les consanguinités ne peuvent pas expliquer cette aporie. Alors maintenant, on va être 8 milliards. Quoi. Si on prend chacun des 8 milliards, tous les ancêtres qu'il a, mais on est parti de pas beaucoup quand même, je ne vais pas dire Adam et Ève, on ne va pas jouer à ce jeu-là, mais au départ, l'humanité n'était pas très peuplée. C'est peuplé, mais si on part de nous, si on monte nos ancêtres, je vous dis, au Moyen-Âge, on en avait déjà plus que la population mondiale de l'époque. Chacun. Alors, première chose, on est tous cousins, tout de suite, c'est-à-dire tous les ancêtres, ils sont tous dans le grand melting pot général, ils concernent tout le monde. Tout le monde est influencé, marqué par tout le monde. Donc on est tous de la même patte, ça c'est clair. On est tous enchevêtrés les uns avec les autres, etc. Mais si, dans ce paysage-là immense, on cherche nos propres petits secrets de famille, eh bien on a du boulot. Parce qu'il y en a, il y a de quoi faire. Je vais passer à la... Alors, est-ce qu'on répète nos ancêtres ou est-ce qu'on crée? Quand on voit ce monde infini dont on descend, est-ce qu'on peut être capable de faire un jour dans notre vie quelque chose qui n'ait pas été fait avant nous par un de nos ancêtres? Qu'il soit familial ou extra-familial, comme je vous dis, c'est à peu près la même chose. Les familiaux sont plus proches, mais les autres, ils nous marquent aussi. J'essaie de me dire, est-ce qu'il m'est arrivé dans ma vie de faire quelque chose qu'aucun de mes ancêtres n'ait fait avant moi? Donc globalement, je ne fais que répéter, c'est-à-dire on n'est pas très inventif, hein. On fait que ce qu'on sait. Là, j'habite en France, je ne vais pas me comporter du jour au lendemain comme une japonaise, même si j'aime bien la culture japonaise. On se comporte en fonction des contextes dans lesquels on s'est trouvé. Mais si j'avais été élevée au Japon dès ma naissance, je n'aurais pas les cheveux noirs, mais je me comporterais comme une japonaise. Avec le patrimoine génétique qui est le mien, qui est a priori pas tellement japonais à la base. Mais si j'avais été élevée là-bas, je serais japonaise. Aux cheveux blonds. Et alors? Donc, effectivement, quand on parle de répétition et de répétition de ce qu'on ne sait pas, surtout et des secrets qu'on ignore de nos ancêtres, quand je vous parlais de croyance, effectivement, et comme on ne sait pas grand-chose d'eux, tellement ils ont été nombreux, tellement ils ont fait de choses, effectivement, on répète. Alors, je vais vous donner un petit exemple perso, assez rigolo. Croire, donc pour revenir à la notion de croyance, croire en la chute, non, ça marche. Alors, début 2003, je me suis cassé un bras pour avoir, sur le port de Saint-Nazaire, dérapé en vélo sur des rails, qui étaient des rails, des wagonnets et tout, qui n'avaient pas été enfouis dans le bitume. Enfin bref, je ne vais pas vous raconter ma vie. Mais Un petit peu. je me suis cassé un bras en tombant de vélo sur des rails, enfin à cause de rails. Je téléphone à ma mère pour l'informer, mais non, je tenais pas je le tenais de l'autre côté. Et elle me dit, ah, ton arrière-grand-mère, à Versailles, en faisant du vélo, elle est tombée à cause des rails du tramway. Et elle s'est cassé le bras. Donc elle me dit, tu répètes, voilà, tu te casses le bras parce que tu répètes. J'étais très vexée. J'étais même plus responsable de ma bêtise, d'être sortie en biais des rails au lieu de faire un... Enfin bref. Donc là, je me sentais dépossédée et j'étais furieuse. Je me suis dit, ma pauvre arrière-grand-mère. Alors après, ça m'a amusée, je me suis dit, à l'époque, cette petite dame, alors à l'époque, elle devait avoir des grandes robes et tout ça,
en train de pédaler à Versailles, en train de faire du vélo à Versailles, je me suis dit, pas mal, j'étais contente, pas mal la grand-mère, quoi. Puis je me suis renseignée un petit peu dans les branches de l'arbre qui sont les racines, et je me suis aperçue qu'elle ne s'était pas cassée en fait le bras, mais la jambe. Je fais attention, en plus qu'avec l'ostéoporose, il faut faire gaffe. Mais je me suis dit, heureusement, j'étais une femme, elle ne m'a pas rapproché des ancêtres masculins de la généalogie, où j'en ai un du même niveau, un arrière-grand-père, qui, après s'être cassé le bras, a dû être amputé du bras. Je me suis dit, ouf, j'ai échappé à ça. Donc, rapprochement avec le passé, donc c'est parce que je ne savais pas ça que, en fait, je me suis retrouvée dans coïncidence avec le présent maintenant. Mon fils. Je vais parler du Japon, c'est parce que je connais bien, mon fils vit au Japon depuis de fort longues années. Et très peu de temps après, je vous parle aussi de ça au téléphone. Il n'y avait pas encore trop WhatsApp à l'époque, hein, donc on devait parler plus rapidement. C'était plus cher la parole. Et il me dit que lui, à l'époque, alors c'était pas en vélo, c'était en moto, se promenait en moto, il a dérapé sur un passage à niveau là où il y avait je sais pas, les tramways, les métros aériens qui passaient, bref. Il a dérapé au bas avec sa moto, il s'est cassé. Oh, je me suis dit, ouf, un doigt. Oh, je me suis dit, il y a du progrès. La jambe, la main, le bras. Parce que je me suis dit, si on prend la répétition des comportements, première chose, moi me cassant quelque chose, je mets en jeu tous mes descendants à venir. Je veux dire, je les fragilise. Quelle responsabilité de projection vers le futur pour des hypothétiques descendants? Je me suis dit, oulala, parce que si on veut penser les choses dans un sens, il faut aussi les penser de l'autre côté. Mais alors après, quand j'ai repensé à toute cette généalogie énorme, quand on voit le nombre d'ancêtres qu'on a, là, l'étage où on en a 1022, ben, si on compte les bras, ça fait 2 fois plus de bras. Et je me dis combien parmi eux, je suppose qu'il n'y a pas qu'une arrière-grand-mère et un arrière-grand-père à s'être cassé, vous vous rendez compte? Donc, il faut un peu raison garder par rapport à ça et par rapport à ces croyances. Parce que ce qui veut dire que le passé, ces vestiges, c'est pas du tout ce que nos ancêtres ont fait, ils ont fait ça dans leur vie, ça les regarde eux. Mais c'est nous qui les inventons, c'est nous qui fabriquons leur passé à eux. Et comme ils ne sont plus là, comme je disais, pour nous contredire, on peut y aller, il y a de la marche, parce que forcément, s'il nous arrive quelque chose, un accident tel jour à telle heure et tout, il n'y a que 365 jours dans l'année. C'est pas beaucoup, hein. Statistiquement, c'est pas beaucoup de refaire quelque chose sur des mêmes dates, ou des mêmes saisons, ou des mêmes heures, etc. C'est pas beaucoup de jours. Beaucoup plus de chances de répéter un cycle comme ça que de gagner au loto. Gagner au loto, vous n'avez pas plus de chances de gagner si vous jouez ou si vous ne jouez pas, tellement c'est infime. Mais là, sur un cycle annuel, refaire surtout que selon les saisons et tout, on a plutôt tendance à avoir les mêmes comportements, il nous arrive à peu près les mêmes choses au même moment, parce qu'on n'est pas si inventif que ça. J'ai l'air de le prendre, hein, c'est des choses sérieuses. Oui, voilà, c'est ce que je disais. En tout cas, voilà, peut-être voir juste celle d'après. Donc il y a un vaste terrain pour les secrets et autres non-dits. Mais il y a quand même, il ne faut pas banaliser la chose, hein. Je cherche à la relativiser, mais pas à la banaliser. Il y a quand même, c'est la deuxième partie, je ne sais pas si je reviendrai l'année prochaine, où il y a quand même des zones de fragilité, il y a des zones qui sont interdites, il y a des zones qui ont fait tellement mal que ça a suinté très fort et que ça a dégouliné plus que d'autres. Hein, donc voilà, ce que j'ai dit dans cette première partie était pour la normalité, pour relativiser, mais il y a quand même, mais qui sont vraiment des situations particulièrement extrêmes, particulièrement dramatiques, et qui vont au-delà de ce qu'on peut appeler, je vais dire banalement,
les secrets de famille et même les secrets d'ordre de la filiation qui sont extrêmement courants. Dans l'arbre que je vous ai montré, avec les racines et les branches entremêlées, la seule jusqu'aux mères porteuses qui soit génétiquement sûre, par rapport aux inscriptions des sacrifices, c'est juste la branche de droite, de mère en fille, etc. Toutes les autres sont incertaines. Peut-être patronymiques, peut-être justes, mais pas autant qu'on le pense. Et là, quand on ne sait pas, on ne sait pas, et alors, pas grave, on vit quand même. Mais génétiquement, la seule qui est sûre, donc les secrets de filiation, c'est pas compliqué pour qu'il y en ait. Alors maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Mère porteuse, il n'y en a pas encore beaucoup, mais il y a un grand capteur là qui permet de repérer des géniteurs qui l'ont été sans faire vraiment exprès de l'être. C'est encore autre chose. Bref, donc, comme je m'en doutais, je n'ai pas pu aller au bout, et simplement pour terminer sur une question qui peut agiter un peu tout le monde, c'est quand on débusque quand même un secret qui paraît particulièrement nocif quelque part. Alors si on le débusque vraiment, c'est parce qu'il concerne d'autres que nous. Parce que s'il nous concerne nous, voilà, je vous dis, les autres sont plus perspicaces par rapport à ça, ils entendent mieux ce que nous, on a du mal à entendre parfois. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est pas si simple que ça. Parce que quand il y a eu vraiment un secret assez fort qui a été posé, quels qu'en soient les motifs, c'est que la personne à l'origine du secret est une personne qui a souffert, qui a pu ressentir de la honte, de la gêne à dire quelque chose. Quand on ne dit pas quelque chose à quelqu'un et à quelqu'un de proche, c'est parce que y a des choses qui ne sont pas faciles à dire. Hein. C'est pas par plaisir qu'on ne va pas le dire, c'est pas que pour jouer de son petit pouvoir sur quelqu'un, c'est parce que là, il y a vraiment un truc qui pose problème à la personne et qu'elle a honte ou peur, etc. Donc il y a déjà une fragilisation énorme, et de la personne qui est l'objet du secret, et de la personne qui en est la source. Et donc il ne faut pas arriver là-dedans en disant « Coucou, oui, vous savez, la vérité, voilà ce qu'il faut. » Il faut vraiment y réfléchir avec toutes les personnes, et des professionnels aussi, qui sont dans le contexte pour savoir, parce qu'une révélation, quand elle doit ou peut arrive dans un terrain déjà fortement fragilisé. Donc ça ne se fait pas comme ça, et ça ne fait pas toujours du bien. Ou pas tout de suite. Et ça peut même accentuer les difficultés. Donc il y en a qui disent, oh oui, ça soulage de dire, mais c'est pas si simple que ça. Je disais au début, c'est complexe. Donc il faut vraiment prendre le temps et réfléchir avec beaucoup de personnes autour pour voir comment faire, pour rester humain, pour rester dans le respect de tous et pour ne pas casser la confiance d'un enfant, par exemple, vis-à-vis d'un parent. Ça, c'est grave. Et donc, pour essayer d'amener à comprendre des situations qui ont pu amener à ce quelque chose qui saute, quoi, et qui aurait dû être... Maintenant, pour éviter ça, il faut être, dès le départ, le plus authentique possible. C'est-à-dire que chacun puisse avoir les moyens à disposition de construire son propre rapport à la vie, sans qu'il soit non plus imposé. Donc ça aussi, c'est pas si simple. On ne doit pas dire tous les jours à un enfant adopté, « Oh, tu sais, tu as été adopté, hein ?» Il doit avoir la possibilité de le savoir, de le comprendre, etc. Maintenant, c'est une filiation comme une autre. Et on fait avec, mais on n'a pas besoin de... Voilà, donc vous voyez, il faut faire attention, parce qu'on fait vite des obsessions à travers tout ça. Et puis il y a les croyances aussi qui vont... Ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice en systémique, c'est-à-dire qui vont provoquer ce qui est redouté. Et ça marche à tous les coups. On provoque la pénurie en disant qu'il y a pénurie. Donc là, il faut faire aussi attention à tous les niveaux. Hein, donc, c'est dit un petit peu rapidement, je suis désolée, mais on passe vite. Ça va, c'est parfait, c'est parfait. Vous pouvez encore ajouter... je peux parler jusqu'à demain matin. Ou alors on peut continuer. Mon train est à 8h30 ou je sais pas quoi, donc tant que je ne le rate pas, ça va. J'ai failli le rater. Enfin non, c'est pas, il était juste annulé, mon train. Ouais. Mais bref, il faut anticiper sur les annulations. Mais
mais hélas, on ne peut pas rester dans l'amphithéâtre jusqu'à 8h26. Voilà, oui, donc je vais Par contre, peut-être me taire pour que non, vous voilà, puissiez on peut- poser des Je questions. vous propose, Et du coup, si j'ai un minimum de lucidité, chercher à Martine, répondre un peu. je vous propose plutôt de prendre ce micro, du coup, puisque pour poursuivre les échanges et approfondir votre réflexion, moi, je vais passer avec le micro, et puis vous pourrez répondre avec celui-là. Voilà, donc merci déjà, merci beaucoup de cette présentation.